Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Denis du site francetransaction.com, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Les Vendredis de l'épargne, avec comme sujet aujourd'hui un sujet ô combien passionnant. Et si vous êtes investisseur sur des ETF, vous vous êtes sans doute déjà posé la question sans forcément obtenir une réponse, on va dire, suffisamment claire, et je vais tenter de vous la donner. Comment sont cotés en bourse la valeur des ETF, notamment des ETF indiciels, donc ces fonds qui sont censés répliquer les variations d'un indice de référence, comme par exemple l'indice Nasdaq ou MSCI World, et comment donc sont fixés les cours de bourse pour que cela réplique ces variations, puisque on le rappelle, ce sont quand même des fonds cotés en bourse. Donc normalement, il y a un cours, il y a un acheteur, un vendeur. Si l'ETF est en vogue, est-ce que le cours ne va pas monter un peu plus que de raison? Voilà, allez, mettons nos lunettes. On va voir finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais qu'il faut quand même comprendre quelques principes. Alors, on l'a déjà vu dans les précédents podcasts, ce qu'est un ETF. Un ETF, c'est un fonds à la mode depuis assez peu en Europe, mais bon, qui existe depuis une trentaine d'années outre-Atlantique. La particularité de ce fonds, qui est un fonds comme nos bonnes vieilles SICAV historiques, la simple particularité, c'est qu'il est coté en bourse et qu'il ne s'agit donc pas d'une valeur liquidative qui est publiée par l'émetteur du fonds, le gestionnaire du fonds. Ok ? Donc, quand c'est coté en bourse, en fait, c'est la rencontre, le cours d'une action, par exemple, en bourse, se fait dès lors qu'il y a une transaction, qu'un acheteur et un vendeur se sont mis d'accord sur un cours, un prix donné de l'action, et donc toute transaction effectuée donne cotation, et ce qui fait à un instant T le cours de l'action. Alors un ETF, c'est un peu particulier, puisque on a plusieurs notions qui se télescopent. Un ETF passif, donc indiciel, qui est censé répliquer la variation d'un indice financier, par exemple un indice boursier, par exemple le Nasdaq, exemple très très classique. Si l'indice Nasdaq grimpe de 1%, logiquement, le cours de l'ETF Nasdaq, il est censé grimper de 1%. Alors, à une petite exception près, c'est-à-dire que chaque ETF va publier ce qu'on appelle un tracking error, c'est-à-dire que dans son système de réplication de l'indice de référence, il peut avoir des variations, en plus ou en moins, de simple fait de reproduire la performance de l'indice qu'il est censé répliquer. Si la réplication ne peut pas être parfaite, puisque en temps réel, on ne peut pas forcément exécuter l'ensemble des mouvements quand il s'agit par exemple d'une réplication physique, c'est-à-dire que l'indice indiciel sur le Nasdaq va acheter les 100 valeurs de l'indice, mais à chaque variation, il se peut que on n'ait pas le temps d'acheter ou de vendre tous les titres, et donc il y a une erreur. Voilà. Tracking error qui est indiqué, qui est en fait une indication, c'est pas du tout une obligation de la part de l'émetteur de s'y tenir, mais qui implique qu'il y ait par exemple 1,5% d'erreur, qui marque aux investisseurs, qui informe les investisseurs que potentiellement il peut y avoir un petit delta. Ça, c'est pas grave. Et ça, c'est pas ça qui va faire que le cours de cet ETF va varier en bourse. Non, parce que c'est voilà, on va reprendre. Donc, comme c'est coté en bourse, il y a des soucis on va dire, de liquidité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la cotation de l'ETF Nasdaq, ce sera l'échange d'une transaction entre un acheteur et un vendeur. Et ça reste toujours vrai. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va faire que, en fait, si on regarde bien les ETF, les principaux ETF du marché, c'est vrai qu'ils suivent rigoureusement au tracking error près et à quelques variations qu'on va voir tout de suite, la variation de l'indice sous-jacent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour aller voir ce qui se passe en bourse, il faut aborder forcément la notion de carnet d'ordre.
carnet d'ordre, en fait, ça trace, ça liste tous les ordres qui sont à l'achat sur une valeur, ainsi que tous les ordres qui sont à la vente sur une valeur. Ok? Et quand il y a un match entre le cours à l'achat et le cours à la vente, eh bien, ça fixe le cours à l'instant T du titre et ça fait sa cotation. Alors, on pourrait se dire, mais en fait, quand il y a plein de gens qui achètent des ETF Nasdaq, parce que le Nasdaq a vent en poupe et c'est la mode d'acheter les ETF, etc., bah, le cours de l'ETF Nasdaq, si ça se trouve, il va monter plus vite que l'indice Nasdaq lui-même. Et en fait, bah, oui, en théorie, c'est vrai. Plus un titre va être populaire, bah, plus il aura tendance à monter plus rapidement que son indice sous-jacent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais ça, c'est sans compter en fait à un intervenant sur le marché qui s'appelle un market maker, un faiseur de marché, qui lui va avoir le rôle de en fait pondérer tout ça, pondérer les achats et les ventes en se positionnant systématiquement comme à la fois acheteur et à la fois vendeur avec une marge pour assurer la liquidité de l'ETF et assurer que le cours de l'ETF suive peu ou prou son indice de référence. Alors comment ça marche? Tout simplement, l'émetteur de l'ETF, qui je vous le rappelle, lui, n'est soumis à aucune obligation, l'émetteur lui-même de l'ETF, il s'en fiche que son cours, le cours de l'ETF, il grimpe de 20% de plus que son indice de référence. Lui, il n'a aucune obligation que ça colle, que le cours de bourse colle à son ETF. Lui, son seul but, c'est de faire du fric sur son ETF et qu'il soit le plus populaire possible, puisque lui, il empoche les frais de gestion. Et donc, même sur un ETF indiciel Nasdaq basique, avec des frais de gestion de 0,18%, quand vous avez 500 millions de dollars d'encours, fois 0,18%, ça fait quand même pas mal d'argent. Okay, donc les frais de gestion, c'est pour sa pomme, et il n'a quasiment rien à faire, puisque c'est un montage soit physique, soit de synthétique, de réplication, un montage financier qu'il y a derrière, et lui, c'est du pur bonus. Bon, ça, c'est une chose. Donc le market maker, lui, c'est une autre société, c'est pas l'émetteur, c'est ce qu'on appelle un courtier désigné, donc il est partenaire de l'émetteur, et lui, son but, ça va d'être en sorte que ce cours de cet ETF suive de peu ou prou l'indice de référence de cet ETF. Okay, et donc il va se positionner dans le carnet d'ordre avec un cours proposé à l'achat et un cours à la vente. Et donc avec une quantité assez conséquente par rapport à la quantité moyenne d'échanges sur cet ETF pour être sûr d'avoir toujours raison. Et donc, bon, si vous êtes vraiment en podcast, en fait, vous n'allez pas pouvoir voir les copies d'écran. Mais en fait, c'est juste une copie d'écran d'un carnet d'ordre où on voit, par exemple, là, on est sur l'ETF iShares MSCI World Swap PEA. Donc, l'ETF World éligible au PEA. Où on voit sur le carnet d'ordre, où on voit différentes lignes, mais on arrive à repérer où est le market maker, puisqu'il y a une quantité qui est importante de, par exemple, 64 069 titres à la vente au cours de 6,0088 €. Et puis, il y a un autre ordre exactement de la même quantité, qui est en 4e position, qui est de 64 069 titres également, mais au cours de seulement 6,0021 €. Donc il y a une marge entre, pour une même position de 64 069 titres, entre le 0,0021 et 0,0088, qui représente la marge du market maker. Et en fait, lui, le market maker, il se rémunère grâce à ça. Donc, il rend service à l'émetteur en lui donnant de la liquidité sur son titre pour que le petit particulier que je suis et que vous êtes sans doute
ne se retrouve pas avec un ETF qui a le vent en poupe sur le MSCI World et qui valent 20% de plus que, que la variation de l'indice en lui-même. Puisque en fait, le market maker est tellement puissant par rapport à vous qu'il aura toujours raison, puisqu'il a des quantités astronomiques, par 64 000 titres, vous n'allez pas acheter 64 000 titres à 6 euros chaque. Ça fait quand même une jolie petite somme, ça fait près de 370 000 euros, hein, en comptant les virgules, etc. Donc vous n'allez pas aller là-dessus pour faire du DCA à coût de 360 000 euros. Donc il est sûr d'avoir raison, puisqu'il est le plus gros sur le marché, et donc il empoche à chaque fois, comme ça, sa marge. Ok? Et il se rémunère comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce market maker, forcément, il crée des titres et il en détruit des ETF. Bah oui, parce que imaginez que effectivement l'indice, par exemple, le marché action dégringole, d'accord? On perd 5% lundi, puis 5% mardi. Mercredi, il y a quand même pas mal de particuliers qui vont se poser la question et qui vont se dire, bon bah écoutez, ça fait 4 ans que je fais des plus-values latentes sur cet indice, je vais fourguer ma position et réaliser mes plus-values, ce qui est une très bonne chose. Et donc il faut s'assurer qu'il y ait bien un acheteur en face. Parce que si on n'était qu'un marché de particuliers, que le marché décale de 10% comme ça, et que les nuages noirs sont présents à l'horizon, et que les nouvelles, le news flow est forcément mauvais, bah en fait il n'y aurait pas d'acheteurs. Hein, tout le monde attendrait que ça se casse la gueule jusqu'à 50%, 60% avant de se remettre à acheter. Donc les particuliers ne pourraient jamais revendre leurs ETF et ne pourraient jamais réaliser leur plus-value. Donc là, on espère, et je dis bien on espère, que le market maker va pas se partir avec la caisse et que quand la bourse va dégringoler de 5% par jour, il ne va pas arrêter d'animer la liquidité du titre. Je vous rappelle, et j'ai voulu rechercher l'historique de tout ça, sur le marché américain, parce que la crise des ETF en Europe et en France, on l'a encore jamais vécu, c'est tout neuf pour nous, mais aux États-Unis, ils l'ont déjà vécu. Hein. Je vous rappelle, les ETF, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et des problèmes de liquidité, il y en a déjà eu. Et il y en aura sans doute encore. Pourquoi? Parce que tout simplement, le market maker, au bout d'un moment, quand il va se retrouver avec un flux de vente énorme en face de lui, il n'aura jamais le temps de tout répliquer ça, de détruire les titres, etc. Et donc il va se retrouver en position fortement inconfortable, et donc il va suspendre tout simplement sa cotation, et donc ce qui fait qu'on va se retrouver entre particuliers, entre des gens qui vont vouloir vendre à tout prix, et des gens qui vont attendre pour acheter que ça se gamelle au plus bas. D'accord? Et donc si vous vendez avec vos titres avec l'option au marché, donc c'est-à-dire sans indiquer de cours limite, ben vous avez toutes les chances de vous faire gameler les jours où ça va craquer. Donc ça c'est le risque des ETF. Côté en bourse, c'est le risque de la bourse, c'est ça. Le risque de liquidité, il existe réellement. On l'a encore jamais vu parce que jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais rien de passé d'extraordinaire. On n'a pas revécu la crise 2007-2008. Par exemple, ni 2000, enfin des trucs vraiment très forts. Là, on a juste un petit peu psychoté, pas grand-chose. Voilà. Donc, il faut avoir ça en tête et ça permet d'expliquer en fait comment le cours de bourse de l'ETF suit peu ou prou son indice sous-jacent de référence. Mais donc, on l'a vu là avec l'écart, cet écart sur le MSCI World Swap PEA. Je vous donne juste un autre exemple que j'ai ressorti sur un ETF qui est bien plus petit, qui est moins connu, qui est l'Amundi PEA Inde, avec l'indice MSCI India, donc pour miser sur la bourse en Inde, qui est éligible PEA aussi, hein, cet ETF. Et comme son volume est beaucoup plus petit, en fait, les market makers, alors, il n'y a pas forcément, oui, c'est oublié de le préciser, mais il n'y a pas forcément qu'un seul market maker hein, sur un titre, il peut y en avoir plusieurs, et ils se partagent le business, ou ils peuvent avoir des stratégies différentes. Et là, par exemple,
Si on regarde le carnet d'ordre de cet ETF, on voit qu'il y a deux positions qui sont probablement identiques, c'est-à-dire qu'il y en a une à l'achat 2168 titres et une autre de 2048. Et donc à l'achat et à la vente. D'accord? Donc c'est soit deux market makers différents qui sont sur le même titre, soit le market maker qui a des stratégies en fait de création et destruction de titres à plusieurs niveaux. Et donc il ne s'embête pas en fait à réaligner ses prix, il se met dans le carnet d'ordre, vu que les volumes sur cet ETF sont assez faibles. On voit les ordres, hein, il y a 57 ordres, 15 titres, enfin 57 titres à l'achat et 15, etc. Et de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose, il y a 406 titres à la vente. Donc on voit que quand le volume est assez faible, le volume de transaction il est assez faible sur le carnet d'ordre, en fait les market makers, il ne va pas prendre des pauses énormes non plus. Voilà, il propose 2150 titres en arbitrage. Mais il prend bien sa marge à chaque fois. Et là, la marge, elle est de à peine 2 cents, à peine 2 centimes d'euros. D'accord? Donc ça, c'est vous le payez en fait, hein, quand vous allez acheter et revendre. C'est un truc, même si vous êtes sur des ETF sans frais, par exemple chez Boursorama, etc., ils sont éligibles dans le 0%. Que vous ayez par exemple, je sais pas moi, un courtier PEA sans frais, sans commission, rien qu'avec la marge du market maker, en fait, vous allez quand même payer un petit truc sur les ETF. Et ça, c'est pas marqué dans les frais de gestion, d'accord? Et c'est pas le tracking error. Et ça, par contre, personne n'en parle. Et c'est des choses que même sur les sites où soi-disant pour vulgariser la finance, c'est jamais expliqué comment sont fixés les cours de bourse des ETF indiciels. Ce qui me fait un petit peu halluciner, quoi. Même sur Finari, je lisais le guide des ETF et il n'y a aucune mention de fait sur la fixation du cours de l'ETF, et on vous dit simplement que le cours suit l'indice de référence, ce qui est faux, puisqu'on a déjà vu dans les crises précédentes que ce n'était pas du tout le cas. Donc il faut savoir que quand même, quand il y a eu la crise, alors j'ai cherché sur le net, tout était effacé, mais bon, j'avais dû publier des articles déjà. Les gens sont restés collés tout simplement avec leurs ETF, puisqu'ils n'arrivaient pas à vendre, il n'y avait plus aucun acheteur en face. Donc c'est la crise de liquidité. Ça arrive comme sur les actions qui se cassent la gueule, ou les SCPI, c'est la même chose. Hein. Donc il faut le savoir. Voilà. Donc juste pour rappel, la cotation en bourse, c'est une vraie cotation en bourse. Donc n'allez pas croire que ça réplique systématiquement le cours de l'indice sous-jacent, ça c'est des falaises. Il y a des market makers qui gèrent tout ça. Il y a un réel risque de liquidité sur les ETF. Et ce n'est pas les ETF les plus grands, je veux dire l'encours le plus grand, qui vont avoir le moins de soucis. Je dirais même c'est le contraire. C'est quand vous avez un ETF, on va dire des bêtises, 1 milliard de dollars d'encours et que tout le monde va vouloir vendre au même temps, parce que quand ça va chuter, c'est ce qui va se passer, pensez que le market maker qui est en face, qui chargeait de la liquidité de ce truc-là, il va faire la tête. Voilà. Et donc voilà. Donc ça se produit, ces risques ils vont apparaître réellement aux yeux des investisseurs, évidemment, quand ça va vraiment se casser la gueule. Et pas. Voilà. Juste un petit éclairage sur ce truc-là. Voilà, et bien, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis, évidemment, à vendredi prochain. Alors, j'espère que le son est un peu meilleur. Je sais que vous êtes plusieurs à me le dire, que c'est un petit peu mou des oreilles, mais j'y travaille et je tente d'améliorer la situation. Je vous remercie en tout cas pour vos remarques et vos commentaires. Allez, bien à vous. Ciao, ciao.